à tous et bienvenue dans Plein Cadre, l'émission qui tente de décadrer les cadres. Et aujourd'hui, on va essayer de s'inspirer du sport, parce que le sport peut inspirer le management et en particulier le rugby. Alors ouais, bon, je vous entends, certains d'entre vous vont me dire « Ouais, encore un truc sur la culture du collectif qui gagne ». Eh bien pas du tout, vous allez voir, laissez-moi le bénéfice du doute. Bonjour Christophe Furios. Bonjour. Et bonjour Frédéric Rébillet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez de signer aux éditions Erol 15 leçons de leadership par Christophe Furios. C'est le livre, donc le livre est paru je crois au mois d'août, donc il n'y a pas très septembre, longtemps. début septembre. Voilà. Septembre, voilà. Donc le temps qu'on le lise et qu'on digère l'intégralité de ces, je ne sais plus, 250 pages, vous voilà ici avec nous aujourd'hui. Alors, ce livre ne nécessite pas de connaissance du rugby, c'est ce que vous dites au départ. Notre fil rouge à nous, là, pendant cette interview, ça va être, vous êtes deux obsédés, en fait, deux obsédés du devenir meilleur, comme les All Blacks. Super. Ouais. Comment on fait pour être meilleur dans ce qu'on aime, donc dans le métier qu'on aime? Moi, je trouve que c'est vraiment le point commun entre vous deux. Je vais commencer par vous présenter, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby. Christophe Furios, votre CV. Alors, vous êtes le nouvel entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles. Sur le CV, vous avez, on voit quelques images de votre carrière, vous avez 14 ans en tant que joueur pro, pas aujourd'hui. Entraîneur depuis 19 ans, quasiment 19 ans. Vous managez des équipes, dont le Castres Olympique, évidemment, champion de France 2018. Et puis, alors ça ne va pas se voir à l'écran, ça c'était les premières images quand vous bossiez en entreprise, on a découvert ça. C'était quoi cet épisode? Moi je suis issu du monde agricole et viticole notamment, je suis œnologue de formation, donc je suis venu à Castres, à l'époque en 90, on n'était pas professionnel, il fallait travailler. Donc, et à Castres on avait le laboratoire Pierre Favre qui était le sponsor principal. Historique, historique et principal qui embauchait les joueurs. Mais bon, il ne faisait pas du vin, donc et j'étais pas pharmacien, j'étais pas ingénieur, donc je voulais absolument bosser quoi. Donc il m'avait mis j'ai fait différents secteurs. Là c'était à l'époque où j'étais à la gestion des contrôleurs de gestion. D'accord, vous faisiez les comptes quoi. Ouais, voilà. Ouais. Bon, merci. Autant dire que c'est pas resté, je n'ai pas fait longtemps, parce que ça me correspondait pas du tout. C'était pas votre passion. Mais ça m'a appris quand même une forme de culture de travail aussi. Ouais. Ça a duré combien de temps, Christophe? Ça dure combien de temps, ce passage en entreprise? Je suis resté jusqu'à 6 ans. Ah oui, quand même. Alors j'ai fait pas mal de choses et j'ai terminé sur les nouveaux produits cosmétiques. J'étais un peu un élément central je coordonnais en fait. Ouais. Et c'était top parce que j'avais la relation avec le marketing, avec l'industrie, et moi je suivais un peu tout le produit. Quoi. C'était en alternance en fait, c'était un contrat en alternance ou non, vous bossiez, vous aviez un CDI? On bossait tout le temps, on bossait tout le temps, les horaires classiques, on s'entraînait soit entre midi et 2, soit le soir. Voilà, un épisode méconnu de votre carrière aussi. Alors aujourd'hui, ça fait un petit moment déjà, vous êtes, je vous présente dans 2 secondes, Frédéric, mais vous êtes un bourreau de travail, non pas de carrière, un boulot de travail, vous bossez 15 heures par jour, ça c'est ce que j'ai appris dans votre livre. Est-ce que c'est vrai que vous adorez les livres de management? Oui. Vous en lisez beaucoup? Vous en lisez beaucoup? Ouais, j'en lis beaucoup. Combien par an, lis pas. Alors je lis pas de la première à la 250e page. Pas comme moi. Non, je picore en fait. Je vole des idées et j'adore ça. Ça me rend meilleur tout simplement parce que je suis toujours en train de chercher, de voir comment je peux faire mieux les choses. Le dernier que vous ayez lu ou trouvé ou repéré? Là, je viens de terminer comment s'améliorer à l'oral, quoi. C'est des choses. C'est pas toujours que du management, c'est tout ce qui est lié à ce qui va me rendre meilleur pour mes joueurs. Ok. Et vous êtes, et on le verra aussi, vous rencontrez pas mal vos alter ego parce que vous aimez beaucoup échanger. C'est Frédéric Rébillet justement qui l'a révélé dans le livre. Alors je vous présente, Frédéric aussi. Vous dirigez un cabinet de consulting qui est spécialisé en innovation managériale. Bon, en gros, vous essayez de rendre le sourire aux dirigeants, on va dire ça comme ça. Oui, parce qu'ils l'ont un peu perdu. Éthique consulting, ça s'appelle. Ouais. Vous avez publié déjà plusieurs ouvrages de management assez intéressants, Management Game, enfin on en passe. Et donc pendant 1 an, vous avez suivi le quotidien de Christophe Furios. Ça a duré 1 an et vous l'avez interviewé 80 fois. Demandez-lui ce qu'il en pense. Frédéric, vous étiez envoûté ou 80 fois, c'est énorme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le principe, c'est souvent, quand on s'intéresse aux sportifs, de s'arrêter, me semble-t-il, à la surface des choses. C'est-à-dire passer 2 heures avec un coach, 2 heures de ci, par-ci, 2 heures par-là.
C'est intéressant, mais ça donne que la partie visible de l'iceberg. En plus de ça, ils sont très entraînés, très préparés au média training. Donc si on veut savoir ce qui se passe réellement, il faut avoir une démarche d'anthropologue. Une démarche d'anthropologue, c'est la réalité n'est observable que sur le terrain. Et donc c'était tous les vendredis, on s'appelait, tous les dimanches, on s'appelait. Et puis vu que c'était pas assez, qu'il me manquait quelquefois le week-end, plutôt que de le faire au téléphone, j'ai passé 10 week-ends avec lui et ses joueurs. Et puis en fin de compte, au bout d'un moment, je lui dis c'est pas suffisant. Je suis passé une semaine complète, une semaine avec Christophe, ça commence à 6h30 du matin et on terminait à 22h. D'accord. Qu'en disait votre femme, Christophe Furios? Ça fait partie de mon environnement, quoi. C'est comme ça. Moi, chez moi, là, j'ai 4 enfants, tout le monde est dans la même. Tout le monde est ensemble. Et voilà. Frédéric aussi faisait partie de la... C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Tout le monde était invité à la maison. Je m'en rappelle. Alors, on parle de rugby, donc forcément, on va parler de valeurs. Ça, c'était ce que mes collègues me disaient ce matin. Les valeurs du rugby avec l'entreprise, c'est pas toujours, le parallèle n'est pas toujours facile. Alors, j'ai retrouvé ce que disait Michel Spiri, qui est donc le DSI de la Banque de France. Hein. Oui. Ancien joueur de rugby aussi. Ancien joueur de rugby. Quel club? Le Loup. Bien sûr. Lyon. Et donc, il écrit on reconnaît un manager façonné par le rugby. Alors, qu'est-ce que c'est un manager façonné par le rugby? On va voir les images, les valeurs du rugby en images. Rodrigo, quand on descend du bus, il dit attendez, on se serre, on attend que tout le monde soit là. Et on va ensemble au vestiaire. Et ça a serré le groupe. On avait tous la chair de poule parce que c'était beau. Tomé au pot, ça va s'ouvrir. Avec Tomé au pot, le timing et Kombezou et peut-être la finition d'Armamba qui marque le premier essai de son barrage. Le Castres olympique est champion de France. Voilà, solidarité, combativité, convivialité. Ça, vous êtes d'accord? Mais attendez, est-ce que vous êtes au courant que la combativité en entreprise, on n'a pas le droit de plaquer les gens, hein. On ne peut pas faire ça. Et est-ce que vous êtes au courant qu'en ce moment, c'est la bienveillance? Il faut être bienveillant. Et donc, il y a un parallèle à faire avec le rugby. Parce que la bienveillance, ça dégouline. Il y en a partout en entreprise. Ouais. Quand vous avez un joueur qui arrive en retard, Christophe, qu'est-ce que vous faites? D'abord, ils n'arrivent pas en retard. Ah si, dans le bouquin, vous évoquez... c'est vrai. Et ça ne s'est pas très bien passé pour lui, d'ailleurs. Ça arrive assez peu de fois. Vous lui avez rappelé les règles. Exactement. On a un cadre. Le principe du cadre, c'est qu'on a un cadre qui est organisé et mis en place avec les joueurs, le staff et les joueurs. Parce que je ne crois pas à une imposition des choses, ça ne marche pas, quoi. Si on veut embarquer les gens, il faut les faire participer. Donc on met le cadre en place. Et mon job à moi, c'est de faire respecter ce cadre-là, quoi. On peut avoir de l'autonomie dans ce cadre, forcément. Mais si tu sors de ce cadre, c'est pas possible. Voilà. C'est comme en entreprise, Frédéric. C'est pareil, il y a un cadre et on doit le respecter. On a beau... On a un peu tendance à oublier qu'il y a toujours un yin et un yang dans l'entreprise. S'il y a bienveillance, c'est très bien, mais la bienveillance, ça peut s'accompagner de l'exigence. La bienveillance sans cadre, c'est le monde des bisounours et ça ne fonctionne pas. Alors, le leadership de Christophe Furios, hein, on va rentrer dans le dur là. Donc, c'est évidemment une pensée, évidemment, et des actes aussi. Moi, je propose qu'on commence par les actes, parce qu'il me semble que c'est intéressant. Oui, allez-y, Christophe. Une vidéo peut-être, non? Non, il n'y a pas de vidéo dans cette séquence, c'est dans les suivantes. 4 points de détail concrets, parce qu'en fait, moi, en lisant le livre, il y a des images qui me sont venues. Bon, pour le coup, je ne peux pas les passer à l'écran, mais il y a des images qui me sont venues, qui me semblent intéressantes. Et justement, ça peut inspirer les managers, je l'espère. Vous faites du management visuel. Donc, je ne sais pas si l'un de vous veut donner des exemples. Ouais, on affiche beaucoup de choses, quoi. On affiche que ce soit sur le plan général de l'année, que ce soit la préparation d'un match ou même le contenu de la journée. Ouais. Parce que je veux Dans le casier de vos joueurs, quand même, ils ouvrent leur casier et ils ont les valeurs, la vision. C'est notre vision. Et puis les indicateurs de performance. Donc le joueur, il a carrément, comme en entreprise, une espèce de feuille de match, quoi. Ouais, ça me semble être important de savoir, pour le joueur, savoir où il en est, le travail qu'il a fourni dans la journée, est-ce qu'il est dans les clous, pas dans les clous. On n'est pas des flics, hein. Mais en même temps, il y a une exigence folle, importante, et on doit bien savoir, à un moment donné, où on se situe, quoi. Et cette méthode visuelle, vous la tenez de qui? Ça vient d'où? C'est sûrement dans mes fameux bouquins de management. Vous trouvez que c'est efficace, donc, que les joueurs puissent voir partout dans le vestiaire? Il y a des devises aussi.
Oui. Frédéric, vous voulez peut-être en Ouais, rappeler, alors, parce qu'il y en a plein dans le bouquin. Il y a des devises, mais je vais juste revenir sur un point précédent, sur le management visuel. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est pour les matchs à l'extérieur. Il y a dans le groupe, dans le staff, il y a 2 intendants qui arrivent 1h30 ou 2 heures avant l'arrivée des joueurs dans le vestiaire, à l'extérieur, et qui décorent le vestiaire visiteur, parce qu'ils sont à l'extérieur, de signes de reconnaissance de la tribu. Il y a le drapeau de Castres, il y a des choses, des indicateurs qui sont collés. On a vraiment l'impression, l'idée c'est de créer une sorte de petite maison, on est chez soi, alors qu'on est à l'extérieur. Ouais. Donc, Vous croyez qu'on peut faire ça en entreprise? Ce qui est sûr, c'est que quand on s'amuse à regarder la façon dont sont maintenant les locaux, on regarde par exemple vos locaux avec un puits de lumière, les gens sont plus performants quand on leur donne un cadre de travail agréable où ils se sentent à l'aise. C'est clair. Et sur les devises, ça c'est lié à ces lectures. Il y a des devises, il y en a partout. Il y a des devises de Che Guevara, de Churchill, de comment il s'appelle, Peter Drucker, le pape du management, et surtout des All Blacks, parce que c'est notre bandeau du bouquin. Être meilleur ne s'arrête jamais. Être meilleur ne s'arrête jamais. Et sinon, dans le livre, on a chaque ouverture de chapitre une citation. Qui est-ce qui les a choisies, les citations? Ensemble. Vous avez choisi ensemble? Ouais, parce qu'on lit les mêmes bouquins, on s'en est fait découvrir. Puis à force de picorer, j'aime bien celle-ci. Alors, deuxième détail concret qui m'intéressait, c'était, je trouve que vous êtes un coach augmenté, en fait, parce que vous utilisez beaucoup la data. La data, ça fait des années en fait que vous utilisez la data. En entreprise, on dit les data scientists, c'est super important. Et vous, en fait, vous avez collé des GPS dans les maillots de vos joueurs. Et puis du coup, vous récupérez un max de data et vous la traitez. Et il y a un certain Julien Roberol qui a commencé avec vous, qui a conçu une appli incroyable. Donc la data analyse. Le patron de la data. Comment? Le patron de la data. C'est le patron de la data. C'est toujours. Il vous a suivi à Bègle? Non, il ne m'a pas suivi à Bègle. Ah ouais. Donc du coup, comment vous allez faire? Alors vous avez plus de data là ou comment? Si, on a des data. J'ai d'autres patrons de la data. Vous avez d'autres magiciens. Vous avez des data scientists. Ouais, mais ça se fait dans tous les clubs, ça. C'est pas spécifique à moi ou à nous, quoi. Mais comment vous l'utilisez vous, perso? Moi, je m'en sers à 2 niveaux. Je suis un malade de. J'ai horreur de blesser les joueurs. Je déteste blesser les joueurs. Pour moi, c'est terrible. C'est presque un problème de compétence aussi. Donc la data, je m'en sers pour évidemment travailler la charge du joueur. Est-ce que dans la journée, il a rempli son contrat de travail? Mais en même temps, on fait en sorte de pousser la machine le plus possible pour être le plus performant, tout simplement. Donc on est obligé d'avoir ce suivi très, très précis pour savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller, quoi. Donc, mais moi, je ne gère pas des data, je ne suis pas un manager de data. La data, c'est un outil. Voilà, je gère les mecs. Je leur dis souvent, et à Julien, je lui dis souvent, parce que, il est arrivé, quand on fait les briefings de staff, attention, lui, attention, il faut faire attention pour la fin de semaine, parce qu'on a beaucoup chargé, ou on peut charger parce qu'on n'a pas assez chargé. Ouais, l'important c'est l'interprétation des data en fait. Exactement. Et je voulais vous demander, c'est un outil, quoi. Ça vous plairait d'avoir une intelligence artificielle qui vous aide, vous et vos adjoints? On a été démarchés, notamment sur la gestion des blessures. Voilà, dans telle situation, on blesse telle personne, etc. Faire du prédictif. J'avoue qu'aujourd'hui, ça me fait un peu flipper quand même. J'en éprouve pas le besoin. Mais j'en éprouve vraiment pas le besoin parce que quand même, il y a les datas, il y a les chiffres, il y a ce qu'on me dit, puis il y a ce que je vois du joueur et ce que j'entends du joueur. L'humain, quoi. Exactement. Et ça sera toujours prioritaire. Pour le moment, en tous les cas. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aurai un autre comportement, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. sur la data... Et heureusement. Sur la data, moi, ce qui m'a surpris quand j'ai passé une semaine à Castres, c'est qu'un drone filme les entraînements. Et derrière, il y a une séquence vidéo. La vidéo est montée. Christophe la regarde le soir. Et le lendemain matin, en fonction de ce qu'il a vu dans la vidéo, l'entraînement est adapté sur la base de la vidéo. Donc, alors, il y a ça. Et il y a aussi une autre caractéristique, je me permets, la culture du feedback. Alors vous, c'est le feedback, c'est moins de 48 heures. Et c'est hyper individualisé.
Vous le faites toujours ça, Christophe? Je le fais toujours. Je le fais toujours. Il y a les retours il y a les retours de match, il y a les retours d'entraînement. Il y a toujours une partie quand même qui est une partie collective, pour savoir où nous en sommes collectivement, mais il y a toujours une partie individuelle, notamment le lundi matin. Le lundi matin, je rencontre entre 10 et 12 joueurs où il y a un vrai feedback du match ou de la série de matchs qu'ils viennent de vivre. Individuellement? Oui. Individuellement. Toujours, ouais. Okay. J'ai besoin de ça pour. Ouais. Et c'est important que le joueur comprenne ce que j'attends de lui. Donc sinon, il ne peut pas progresser. Troisième caractéristique, justement, ce sont les rituels que vous mettez en place. Donc, il y a celui-ci. Et puis, il y a aussi, je lisais, la remise du maillot des joueurs. Vous l'avez fait quand vous étiez en Coupe d'Europe. Oui, Gloucester. Ouais. La remise du maillot, c'est quand même un cérémonial, limite chez vous. Ouais, parce qu'on avait deux joueurs de mémoire. Oui, c'est ça. On avait deux joueurs qui faisaient leur premier match avec nous. Et notamment le premier match de Coupe d'Europe. Donc, on avait effectivement, à la causerie, j'avais organisé une remise de maillot un peu particulière pour eux. C'était important, évidemment. Donc, voilà, toujours dans l'esprit de. Ouais, toujours. Mais ça, on individualise et on soude. C'est très particulier au monde du rugby. C'est-à-dire que le maillot, c'est une tunique, ça soude la tribu. Alors que dans le foot, on change de maillot à la mi-temps, on l'offre, etc. Quand les joueurs gagnent 2 ou 3 matchs de suite, le président ou l'entraîneur dit « Vous avez le droit de garder le maillot ». Et ça donne, ça met en joie les joueurs. C'est quelque chose de il y a une symbolique de la tunique qui n'existe pas dans le foot. Ouais. Alors, le parallèle avec le foot, on va continuer à le faire, justement, je vous propose. On a interviewé Didier Deschamps il n'y a pas très longtemps, c'est l'année dernière, quand il a reçu le prix du leadership, c'était l'an passé. Et alors, il va nous parler du leadership. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis, selon vous? On l'écoute. Je voulais savoir si, selon vous, un leadership, ça se travaille, ou alors est-ce qu'on est comme ça et ça ne se travaille pas? Je pense qu'il y a une partie qui est innée. Dans votre cas, c'est... Oui, je pense qu'on est, c'est dans l'ADN, on est leader, c'est pas un matin en se réveillant en claquant des doigts, je vais être leader. Que ça se développe par rapport à l'éducation qu'on a, ça c'est une certitude. Mais dans la vie, il y en a qui naissent leaders, il y en a qui naissent suiveurs, et il y en a qui sont neutres. Il y a les trois catégories. Et vous le travaillez, votre leadership? Vous pensez, vous lisez, vous vous nourrissez? Non, Comment ça marche? Moi, c'était naturel. J'ai jamais eu à me forcer. J'ai toujours eu, depuis mon jeune âge, j'étais souvent à l'écoute des personnes plus âgées que moi. Et je me suis toujours bien senti, même avec des personnes dans mon enfance qui étaient plus âgées que moi. Après, oui, ça se développe, mais le leadership, c'est quelque chose, en fait, c'est une capacité qu'a un individu que vous avez à influencer les autres pour atteindre un objectif. Ouais. Guider ou influencer, oui, c'est celui qu'on écoute, c'est celui qui est reconnu par les siens. En interne, ça c'est quelque chose d'important, c'est pas dire je vais être leader, mais ça se fait naturellement. Et il y a cette crédibilité aussi au sein d'un groupe. Voilà, Christophe Furios, on est leader, on ne le devient pas. Je vous voyais, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Je ne partage pas complètement ce que dit Didier Deschamps. On a tous, et à nous, une part évidemment de leadership. Après, je crois que ce qui est important, c'est cette émergence, comment tu la fais venir, comment tu vas la développer, comment tu vas être accompagné. Parce que vous, au départ, vous n'étiez pas du tout. Non, je n'étais pas forcément un leader. Même si j'avais une espèce de poids dans mon équipe, j'étais vice-capitaine ou j'ai été parfois souvent capitaine, mais j'étais plutôt par l'exemple, quoi. Jamais par la parole, quoi. Donc, mais je suis convaincu que ça se travaille, quoi. Que ça se travaille, D'ailleurs, en France, c'est un peu le problème parce que c'est une part un peu qui fait un peu peur, quoi. On ne sait pas trop. On a peur des leaders, on a peur des. Même moi-même, quand j'étais jeune entraîneur, les leaders pour moi c'était des gens qui pouvaient me déstabiliser. Et j'avais du mal avec eux. Aujourd'hui, franchement, j'en recherche tout le temps, tout le temps. Je les accompagne tout le temps. Frédéric ? Sur Didier Deschamps, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il a eu une des sommités, un des intellectuels majeurs du football français comme entraîneur. Il a eu Jean-Claude Suaudeau, qui est vraiment la référence pour tout le monde. Donc, il a été influencé par quelqu'un qui était la référence. Donc, il ne faut jamais oublier aussi, quand on regarde la carrière de Didier Deschamps en tant que joueur, c'était quelqu'un qui s'accomplissait dans l'action.
Donc il a capitalisé, c'est un bouquin d'un auteur célèbre, Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, qui a expliqué que pour devenir bon dans son métier, généralement c'est minimum 10 000 heures et après on devient un expert à 20 000 heures. Christophe est à 51 000 heures d'entraînement. Ah ouais, voilà. Ça fait beaucoup. Donc, vous n'êtes pas du tout dans la même famille en fait, de type de leader. Et c'est ça qui était intéressant aussi de montrer. On y reviendra aussi tout à l'heure. Je voulais aussi vous demander, qu'est-ce que vous pensez, Christophe Furios, des jeunes joueurs? Parce que vous en avez dans votre équipe. Est-ce que vous vous comportez différemment avec eux? Non, je m'adapte évidemment. Je vais prendre un exemple très précis. À Bordeaux, on a une équipe très jeune, 26 ans de moyenne d'âge. À Castres, j'avais une équipe qui avait beaucoup plus de maturité, 30-31 ans de moyenne d'âge. Quand on a fait le point avec eux, je leur ai demandé, mais vous, qu'est-ce que vous attendez du staff? C'était important pour moi parce que je n'avais pas ce même public, je n'avais pas l'habitude. Vous, qu'est-ce que vous attendez du staff? Une des particularités, il y en avait 3, mais une des particularités, c'est casser la routine. Donc, et ça correspond bien à la jeunesse, quoi. Donc pour moi, c'est un critère que j'ai pas forcément, parce que moi je me rassure dans justement la routine, le cadre, le fonctionnement, la charge de travail. Dès que je sors de ce cadre, je peux mettre l'équipe en péril, parce qu'on va trop travailler ou pas assez. Donc eux, ils vous ont un peu poussé à casser votre routine. Donc ils m'ont pas poussé, mais en tous les cas, ils m'ont engagé à une réflexion sur moi-même d'abord, et ensuite sur celle du staff. Et ensuite faire bouger les lignes, quoi, tout simplement. Donc c'est un exemple de relation que j'ai avec mes joueurs, quoi. On peut écouter aussi ce que disait Didier Deschamps sur les jeunes millionnaires de son équipe. Vous dites il faut trouver le bon canal pour communiquer pas avec avec ça veut dire quoi? Plus avec les jeunes. Oui, avec Parce les que la nouvelle génération est différente. Elle a des centres d'intérêt différents, elle ne parle pas de la même façon. Mais moi, je prends ça par le bon côté. Ils ont aussi des qualités que l'on n'avait pas, notre génération. Ils ont une insouciance, ils ont peur de rien, ils ont envie de réussir. Vous les aimez beaucoup, ça se sent de toute façon. Il faut les aimer pour bien les leader et pour bien les diriger. Et j'avais un bon exemple à la maison. J'ai un garçon, un fiston de 21 ans, donc de la manière de parler, les musiques qu'ils écoutent, ils sont connectés 24 heures sur 24, sauf quand ils dorment. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Oui, ça par contre, pour le coup, je le partage, quoi. Ils sont bien plus dégourdis que nous à leur âge, franchement. Ils sont capables de parler de tout. Alors ils ont peut-être un peu moins cette culture du rugby par rapport à notre sport que par le passé, mais en même temps, ils sont ouverts au monde et je les trouve bien plus dégourdis. Alors ils ne sont pas mieux ou pire qu'avant, ils sont juste différents. Ils sont tout aussi attentifs que vos joueurs ils sont attentifs. Alors après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai connu des réunions de préparation de match qui pouvaient durer 1 heure. Le mec, au bout de 25 minutes, il dormait, les types. Et vous, c'est quoi? C'est 15 minutes? 15 minutes. Et en plus, il y a de la vidéo dedans, d'après ce que j'ai compris. On peut pas, vous êtes adapté, quand on veut capter les gens, mais là, c'est la jeunesse, mais même les gens expérimentés, quand on veut capter, il faut que ce soit court, précis, une thématique, 2 thématiques, 3 thématiques au maximum, et on passe à autre chose. Alors, on reparle justement de votre leadership, de ce qui vous caractérise. Donc, Frédéric, quand on préparait cette émission, vous me disiez, il y a un truc qui vous scotche, c'est l'exécution, la façon dont Christophe exécute. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous a scotché? Ça me scotche d'autant plus que je ne vois pas ça dans les entreprises. Il y a un écart entre l'intention et l'action. Alors que Christophe, en fin de compte, tout est prévu pour que les choses soient faites. Donc c'est par exemple, ce qui m'a surpris, c'est qu'il a un planning de la saison qui conçoit au mois de juillet pour une saison qui se termine en juin, 11 mois plus tard, à la journée près. Et c'est important, notamment, je lui demande pourquoi tu fais ça? Parce que c'est important pour que les joueurs soient au courant qu'au mois de février, ils vont pouvoir planifier des vacances avec leur famille, par exemple. Donc, même si on est bien d'accord que s'il s'agit de modifier 2-3 éléments dans le planning, il le fait. Ce qui m'impressionne dans l'exécution, c'est les rituels. C'est-à-dire que dans les entreprises, tout le monde sait qu'il faut faire des rituels, c'est-à-dire des réunions en one-to-one, sur des formats courts. Il y a 2 autres points que vous avez réussi à théoriser, Christophe Furios, c'est... donc en plus de l'exécution qu'on vient de voir, c'est le fait que vous êtes un peu un rebelle en fait. Mais ça veut dire quoi être un rebelle? C'est plutôt Frédéric mon ami Frédéric qui me l'a dit. Il m'a dit, toi tu es vraiment un rebelle. Et moi, pour moi, j'avais une connotation qui est une connotation négative du rebelle. Pour moi, c'était celui qui était contre une hiérarchie, contre les règles,
qui avait pas un peu anarchique. Et, une tête brûlée, un peu. Ouais, un peu, qui peut être une tête brûlée. Mais je me reconnaissais pas du tout dans ce qu'il me racontait, quoi. Alors que, justement, je suis un peu l'opposé de ça, quoi. Je respecte ma hiérarchie, je respecte les règles, je les pose même, donc. Ouais. Vous êtes capable de vous remettre en cause. Ouais. Vous êtes curieux, ce que disait tout à l'heure Frédéric. Et en fait, il m'a défini ce qui était pour lui un rebelle. C'est-à-dire, c'est un résumé, et il y a plusieurs critères, mais pour moi, ce que je retiens le plus, c'est que le monde n'est pas figé, quoi. C'est-à-dire que tu dois aussi avoir une action sur ce que tu veux faire. Donc ça amène le courage, la curiosité, l'autonomie, l'authenticité, etc., etc., etc. Et c'est vrai qu'une fois, quand on en avait parlé, effectivement, je me suis retrouvé comme... le rebelle, définition Frédéric. Oui. Plutôt, c'est plutôt un rebelle constructif. Exactement. Pas du tout destructeur. J'ai rien inventé. Je suis allé chercher des études d'une prof d'Harvard qui s'appelle Francesca Gino, qui a identifié les 5 talents d'un rebelle. Et c'est se rebeller non pas contre le système, c'est pour l'améliorer. Les chefs d'entreprise, c'est ce qu'ils demandent à leurs collaborateurs. Ils veulent des intrapreneurs, des gens qui entreprennent de l'intérieur. Entreprendre de l'intérieur, c'est casser les routines, c'est faire différemment, c'est être rebelle. C'est vrai que les entreprises en recherchent beaucoup, enfin du moins elles disent qu'elles en recherchent, mais après, certains managers trouvent qu'au contraire, on recherche plutôt des clones. Alors il y a un dernier point, c'est tout ce qui est lié au rêve. Ce que Frédéric appelle le rêve, c'est la vision en fait. C'est que vous avez votre leadership, il s'appuie sur une vision. C'est une vision partagée, créée, partagée avec les joueurs. C'est tout simplement répondre à des questions aussi simples que qu'est-ce qu'on veut faire dans notre saison, on veut gagner quoi, quel comportement veut-on avoir. Mais c'est super important, c'est qu'est-ce qu'on veut gagner. En même temps, vous êtes dans un vestiaire, de toute façon, vous avez que ça à faire, gagner un match, jouer un match. Et vous rappelez le fait que la vision, c'est on veut gagner ce match, on veut gagner des points. C'est ce que je disais. Ouais, et puis à la fin de la saison, on veut arriver à tel niveau, quoi. C'est s'engager, quoi. Tout simplement s'engager. Alors, il y a les points qu'on veut gagner, mais il y a aussi l'attitude qu'on veut avoir, le comportement qu'on veut avoir. Ça, c'est fondamental. Quand on parle des valeurs, quand on définit les 4 valeurs qui sont importantes et les références qui vont avec, n'y marche pas dessus après, parce que je vais te le rappeler, parce que c'est notre choix, on l'a décidé ensemble. Quand on parle de travail, cherche à progresser. Cherche à élever ton niveau. Si tu ne le fais pas, est-ce que tu marches sur tes valeurs ? On n'a pas le droit de faire ça. Pas que du blabla. C'est ce qu'on appelle la raison d'être en fait en entreprise. C'est ça. Dans la littérature, c'est ça. Dans les actes. Frédéric, vous me disiez aussi qu'il y a finalement des limites au parallèle entre le sport et l'entreprise. Parce que par exemple, en entreprise, au sport, plutôt les règles, elles ne changent pas tout le temps, alors qu'en entreprise, ça change tout le temps. Il faut être honnête aussi, le parallèle, il ne peut pas être fait tout le temps. Vous êtes d'accord, Christophe ? Ah oui, je pense qu'il y a des périodes où le parallèle est très fort, ou des situations où il est très fort, d'autres certainement pas, ou certainement moins. Et nous, on a quand même, la grande particularité que nous avons quand même, c'est que tous les week-ends, nous sommes évalués, quoi. C'est pas le cas du monde de l'entreprise. Il y a une remise en cause tout le temps, permanente. On efface, on reprend, on efface, on reprend. En entreprise, on a tendance à faire ça. On est sur des échéances à un an, minimum, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. De moins en moins. En fait, on est plus sur des échéances avec les méthodes agiles, par exemple, qui sont utilisées dans l'entreprise. On a des échéances à 1 mois, 2 mois. C'est intéressant, justement, le parallèle. Vous avez des saisons. Vous avez donc des rythmes finalement des cycles. Et en entreprise, on a l'impression que ça devient de plus en plus ça, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Frédéric. Oui, c'est vrai que la notion du temps s'est accélérée en entreprise, surtout avec des outils digitaux qui fait qu'on est en permanence dans l'instantanéité. Là où il y a une grande différence, c'est que les règles du jeu sont très codifiées. Au rugby, ça change, mais dans l'entreprise, les règles du jeu, elles peuvent changer du tout au tout. En rugby, on a une équipe en face à battre. Dans l'entreprise, on peut avoir 1 concurrent, 2 concurrents, 3 concurrents. Donc il y a vraiment une incertitude qui est beaucoup plus large que dans le monde très codifié du sport de compétition. Bon, le livre, il peut servir à des managers, je le disais au départ. D'après vous, quel type de managers vont être intéressés ? Alors évidemment, être meilleur ne s'arrête jamais, donc on va se dire ça s'adresse aux meilleurs. Oui, enfin, tout le monde va être meilleur. Tout le monde ne veut pas être meilleur. Je ne suis pas sûr. Ah ouais, les deux, alors vous êtes d'accord. Tout le monde ne veut pas être meilleur. Bah quand même, non ? Ou en tous les cas, tu ne te donnes pas les moyens de l'être. C'est-à-dire qu'en fait, ça demande du travail, ça demande de l'investissement. De l'engagement, de la préparation, de la remise en cause, évidemment. Vous témoignez de ça, Christophe. Et Frédéric, vous me disiez, il y a des dirigeants, ils ne veulent pas être meilleurs. Ils veulent bien que leur équipe
Parce que c'est quand même super douloureux de devenir meilleur, parce que ça demande du travail. C'est une asymptote, l'excellence, on ne l'atteint jamais. Et donc on a quelquefois envie de le faire, mais on ne le fait pas. C'est l'écart entre l'intention et l'action. Il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter de fumer. C'est hyper simple d'arrêter de fumer. Il faut éviter de mettre la cigarette à la bouche. Et pourtant, les gens ne le font pas. Mais dans l'entreprise, vous rencontrez, vous, des dirigeants qui veulent améliorer leurs équipes, mais qui, eux, ne veulent pas changer. Bien sûr. Ouais. Ça marche jamais. Hein. Vous l'avez fait, en fait, Christophe. Moi, je cherche à être meilleur, mais moi, comme d'autres, hein, mais je cherche à être meilleur pour mes équipes, pour mon équipe, pour mes joueurs. Mais vous cherchez à être meilleur d'abord vous, et après bien sûr. Le collectif, ce qu'on disait au départ. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil que ce que vous entendez jusqu'à présent. Dernière question. Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble après le livre ? Oui. Donnez-nous des nouvelles de votre avenir, Christophe. Alors, commence. Et Frédéric, je pense que vous allez faire des choses ensemble, c'est ça ? Ouais, on est passionnés l'un comme l'autre de l'homme, quoi, en fait, de l'homme ou de la femme, mais de l'évolution de l'homme et notamment et on en parlait souvent. Moi, aujourd'hui, ce qui me passionne et j'arrive pas dans les bibliographies à trouver, c'est les leaders. Je trouve que aujourd'hui, si mon équipe n'a pas de leader, elle est plate, elle ne gagne rien. Il me semble que dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Et je ne trouve pas un bouquin qui pourrait me donner des clés, soit pour les détecter, accompagner, travailler sur développer le mentor. Enfin, je n'arrive pas à les trouver. Peter Drucker, il n'a rien fait là-dessus ? Si, il a fait, mais pas dans ce que je recherche, quoi. D'accord. Donc on est en train de réfléchir effectivement à comment on pourrait faire un projet sur le leadership, quoi. Donc un livre. On est sur un projet qui en fin de compte a 3 étages. C'est un livre où on veut continuer le parallèle entre monde du sport et entreprise. Ce sera les 10 secrets de coaching des 10 coachs les plus forts de la planète. Donc l'idée, c'est qu'ensemble, on aille voir des coachs, pas forcément en France, mais un peu partout sur la planète. Ouais, vous avez déjà commencé, en fait. Oui, on a déjà identifié. Donc, vous, Frédéric, avec Christophe Deprat. Pascal Duprat. C'était mon précédent livre. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est d'identifier des entraîneurs de rugby, notamment l'entraîneur de rugby de section de l'Afrique du Sud, de contacter Didier Deschamps, sachant qu'il était préfacier de mon précédent bouquin. Ouais. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Après, on a prévu de faire des podcasts. Et troisième étage de la fusée, pour être sûr qu'en fin de compte, on est bien de la matière, l'idée, c'est de passer une semaine avec chacun de ces coachs et donc de faire des documentaires 10-26 minutes. D'accord. Et des femmes ? Il y aura des femmes ? On n'est pas... C'est pas sectaire. Oui, exactement. Ouais, bien sûr, il faut qu'il y ait des femmes. Pour l'instant, vous ne m'avez pas parlé du tout de femmes. Bon, les femmes, on n'a pas encore fait la liste. On a 10 coachs. Ouais. Les coachs, c'est au sens général. Ça ne va pas être simple. Ah non, c'est pas simple. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y en a dans le foot, dans le basket. Foot, basket, on parlait même des grands capitaines d'entreprise aussi, quoi. D'accord, donc ce sera des regards croisés. Oui, des regards croisés. Ouais, exactement. Okay. Et vous rêveriez de rencontrer qui comme entraîneur, comme alter ego ? Moi, j'en ai plusieurs. Qui ça ? Dans le rugby, par exemple, j'aimerais rencontrer Eddie Jones, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, parce qu'il est spécial. J'aime les gens spéciaux. Ouais. Vous lui demandez dans le foot, j'aimerais rencontrer Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui est aussi spécial. Ce que je recherche, c'est comment et quel impact ils ont sur le groupe, quoi. C'est ça qui me plaît, qui me façonne le plus, qui me passionne le plus. Mais il va falloir que vous passiez beaucoup de temps avec eux pour détecter leurs secrets. Oui. Mais c'est un projet ambitieux, hein. Et une école, ça vous dirait pas monter une école, je sais pas. Vas-y. L'idée, c'est qu'on monte effectivement en complément un parcours de leadership qui accompagne des leaders, les jeunes, les leaders de demain dans le rugby, dans l'entreprise, et si possible dans le Minervois, parce que c'est le meilleur vin de France. Et qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Et ce sera le mot de la fin. On a aussi, il y a plein de sujets que vous abordez dans ce livre, et notamment, moi j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont vous conseillez de choisir son nouveau job, ce que vous avez fait avec Bordeaux, et en fait vous donnez les questions qu'il faut poser aux dirigeants. Et je trouvais ça très malin. Il y a 5 questions, donc je vous laisserai le découvrir dans le livre. Merci beaucoup d'avoir fait ce détour par notre plateau. Donc on a annoncé beaucoup de choses, hein, un nouveau bouquin,
peut-être une école de formation. Oui. Vous reviendrez nous en parler quand elle sera là. Merci à Imen Besbes qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à nos dieux de la technique, à nous, qui sont Jim et Bastien, qui ont travaillé sur cette émission également. Et merci aux confrères du Figaro Sport, parce qu'ils ont fait une super interview de vous, Christophe Furios. M'ont donné envie d'en savoir plus sur nos méthodes de management. Plein Cadre est à revisionner sur cadreemploi.fr, bien sûr, rubrique actualité. À très vite.